merci à tous. Merci de me donner l'occasion de partager avec vous ma vision du monde et mes outils. Alors j'hésite un peu à me comparer à Picasso, c'est un peu prétentieux, mais comme Picasso qui a réellement changé notre vision du monde, je voudrais également chercher à changer votre vision du monde et vous donner des outils pour comprendre et agir dans ce monde qui est en train de changer. Ce que je voudrais partager avec vous, c'est que le monde dans lequel nous vivons est en train de vivre une transition absolument incroyable et qu'il est devenu turbulent, il est devenu chaotique. Chaotique au sens scientifique du terme. Je voudrais vous montrer tout d'abord pourquoi et comment il est devenu chaotique. Ensuite, je voudrais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire le chaos? Et puis la partie peut-être la plus importante, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors tout d'abord, pourquoi et comment le monde est devenu chaotique? Il est devenu chaotique essentiellement pour trois raisons. Le nombre, la connexion et la vitesse. Tout d'abord, le nombre. Combien était-on sur Terre il y a à peu près 150 ans? Quelqu'un sait? Criez fort. On était à peu près 1 milliard. Dit autrement, on n'était pas beaucoup. Alors je ne sais pas si vous voyez le petit point blanc au milieu de la photo derrière, c'est chez moi. C'est ma maison en Ardèche, pour ceux qui connaissent, dans le sud de la France. Il n'y avait pas beaucoup de voisins. Nous vivions, nos parents, nos grands-parents vivaient dans un monde vide ou très très vide. Combien sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes plus de 7 milliards. Nous vivons dans un monde très très plein. C'est Mexico. Et c'est probablement que le début. On voit commencer à apparaître les cités du futur. Combien serons-nous? Comment vivrons-nous dans les cités du futur? Première révolution incroyable, c'est l'explosion du nombre d'êtres humains sur Terre. Deuxième énorme changement, c'est la connectivité. Nous n'avons jamais été aussi connectés les uns aux autres. Alors d'abord, on est connectés, on n'y pense pas, parce qu'on vit ensemble dans les mêmes endroits. Comme dans les villes du futur, sans attendre le futur, on est plus de 50% à vivre en ville. Alors de toute évidence, si vous vivez au milieu d'un building derrière moi, c'est pas la même chose que si vous avez grandi dans le petit point blanc, dans la petite ferme de 200 ans en Ardèche. Nous vivons ensemble, nous nous rencontrons les uns les autres. Nous sommes connectés évidemment également parce que nous allons à la rencontre de l'autre. Nous n'avons jamais autant voyagé. Les petits points jaunes que vous voyez derrière moi, ce sont des avions. Au moment où je vous parle, nous estimons qu'il y a plus de 1 million de personnes, 1 million d'êtres humains qui sont dans les airs. Nous n'avons jamais autant voyagé à la rencontre de l'autre, au bout de son pays, au bout de son continent ou à l'autre bout de la planète. Et puis, bien évidemment, c'est que le début. Là aussi, comment allons-nous voyager? Gilles a parlé des voitures autonomes. Vont-elles être simplement terrestres? Vont-elles commencer à voler? Nous n'avons et nous n'allons jamais autant nous rencontrer. Et bien évidemment, nous nous rencontrons de manière virtuelle. Il y a actuellement plus de téléphones portables sur Terre que d'êtres humains. Alors je sais, certains d'entre vous, vous faussez les statistiques parce que vous en avez 2, peut-être 3, mais ce qui est important, ce sont les ordres de grandeur. Bientôt, la moitié de la population humaine va être connectée à Internet. Nous sommes de plus en plus nombreux et nous n'avons jamais été connectés. Là aussi, comment serons-nous connectés demain? Quel type de connexion, de brain-computer interface, visible ou invisible, vont faire que nous allons être connectés peut-être dans d'autres dimensions? Le nombre, la connectivité. La troisième raison qui fait que nous vivons ce méga shift dont a parlé Gilles, c'est la vitesse. Souvent, quand je raconte que nous vivons des transitions incroyables, les gens me disent « Mais attends Bruno, c'est pas la première fois. Nos parents ont vécu des crises, des guerres, des migrations absolument incroyables. » C'est exact. Ce qui change, c'est essentiellement deux choses. C'est l'échelle et la vitesse de cette transition. Si vous regardez les principales transitions qu'ont vécues l'être humain, alors des grosses transitions, il y a par exemple passer de l'ère chasse-cueillette, où nous étions des nomades, chasseurs-cueilleurs,
À l'ère de l'agriculture, transition incroyable, c'est l'apparition de l'État-nation, ça change la manière dont on vit ensemble, on n'est plus nomade, on devient sédentaire. Cette transition s'est effectuée sur des milliers d'années. Dit autrement, nous avons eu le temps de nous adapter. La grande transition suivante, c'est certainement la transition de l'agriculture-élevage à ce que je vais appeler l'industrie-commerce. On vient de plus en plus se regrouper en ville, c'est le début. Transition qui s'est passée sur quoi? 100 ans, 200 ans, 250 ans. On passe de milliers d'années à des centaines d'années. La transition que nous vivons actuellement, que vous l'appeliez la société de l'information, du savoir, peut-être plus probablement, de la communication, se passe en quelques dizaines d'années. Nous n'avons plus le temps de nous adapter. Cela se passe à l'échelle d'une vie. Augmentation du nombre, dans les théories du chaos, on parlerait de l'augmentation du nombre d'agents. Nous n'avons jamais été aussi nombreux, nous n'avons jamais été autant connectés et les transitions se font à une vitesse qui ne nous permet plus de nous adapter. Ça, c'est le scénario, les conditions parfaites pour faire un système, un monde chaotique. Alors, j'ai utilisé le terme chaos plusieurs fois. Le chaos, c'est quoi? Je voudrais vous montrer que le chaos, c'est ni bien ni mal. Le chaos, c'est un état. C'est l'état d'un système. Alors un système, c'est quoi? C'est vous, c'est moi, c'est votre organisation, c'est votre entreprise ou c'est l'humanité. Un système peut avoir plusieurs états, un petit peu comme l'eau. L'eau peut avoir plusieurs états. L'eau peut être solide, on va l'utiliser sous forme de glace peut-être tout à l'heure pour le cocktail. L'eau peut être sous forme de liquide, nous pouvons la boire, ou elle peut être sous forme de gaz. De toute évidence, nous n'allons pas interagir de la même manière avec l'eau. Elle n'aura pas les mêmes propriétés. De la même manière, il est important de comprendre l'état d'un système pour pouvoir interagir efficacement avec ce système. Alors, un système peut avoir essentiellement 3 états. Le premier état, c'est un état stable, c'est l'équilibre. Normalement, si tout va bien, vous êtes à l'équilibre sur votre chaise, tout va bien. La mort est un état parfaitement à l'équilibre. Ce n'est pas forcément l'état le plus intéressant, mais là, pour le coup, on est à l'équilibre. À un moment donné, si votre voisin, le faites pas, si votre voisin commence à vous pousser sur votre chaise, vous allez probablement vous mettre à osciller. Un petit peu comme quand on pousse un enfant sur une balançoire, le système se met à osciller. Alors, point très important, il ne s'écarte jamais trop de l'équilibre. Et si vous vous arrêtez de pousser la balançoire, le système va revenir à l'équilibre. Il y a des mécanismes de contrôle, si vous voulez faire plus sérieux, dans les théories du chaos, on parle de boucle de rétroaction négative. C'est un petit peu comme un thermostat. Le thermostat de cette pièce fait que s'il fait trop chaud, il arrête le chauffage. S'il fait trop froid, il remet le chauffage. Et donc nous vivons, dans ce cas-là, une sorte d'équilibre, d'oscillation autour de l'équilibre. Nous avons été formés, tous, pour parfaitement comprendre et interagir avec un système stable ou un système à l'équilibre. Ce que nous apprennent les théories du chaos, c'est qu'à partir d'un certain moment, le système peut sortir de l'équilibre et il y a ce qu'on appelle des phénomènes d'auto-amplification. On parle de boucle de rétroaction positive. C'est comme un thermostat qui serait devenu fou. Plus il fait chaud, plus il met le chauffage. Il fait encore plus chaud, il remet encore un peu plus de chauffage. Parce que nous sommes si nombreux, parce que nous sommes connectés, nous vivons plein de phénomènes d'auto-amplification. Je vais vous donner 2 exemples. Je peux dire, plus on est sur Facebook, plus on est sur Facebook. Ah oui, attendez, s'il n'y a que nous sur Facebook, personne n'est intéressé. Si on est 1 milliard ou maintenant beaucoup plus, tout le monde veut venir. Plus on est sur Facebook, plus on est sur Facebook. Le deuxième exemple, c'est les crises. Avant, on parlait de crise cyclique. Ou alors, c'est la droite, ça va être la gauche, ça passe d'un côté et de l'autre. Aujourd'hui, on peut parler de crise systémique. Une crise financière entraîne une crise économique, qui entraîne elle-même une crise sociale, qui va peut-être entraîner une crise politique, qui elle-même de nouveau entraîne une crise économique, financière, etc. Les choses s'auto-amplifient. Je pense qu'aujourd'hui, dans plein de domaines,
nous avons passé ce qui s'appelle dans les théories du chaos le tipping point, et nous sommes entrés dans cette phase chaotique. Alors, peut-être qu'il faut comprendre ce que ça entraîne. Ça entraîne d'abord une sorte d'extrémisation des choses. Juste un exemple. Actuellement, on estime que sur Terre, il y a à peu près 67 personnes, j'ai lu 64 récemment, alors peut-être qu'il y en a certains dans la salle, qui ont les mêmes revenus que la moitié de la population mondiale. Les choses deviennent de plus en plus extrêmes lorsque nous avons ces phénomènes d'auto-amplification. Alors peut-être que la question que vous vous posez maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe après? Une fois qu'on est rentré dans cette phase chaotique, qu'est-ce qui se passe? Les théories du chaos nous disent qu'il peut se passer deux choses. Alors, il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Alors, je vais commencer par la mauvaise, comme ça on pourra terminer et passer du temps sur celle que je préfère, qui est la bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle, le système peut s'effondrer. Deuxième principe de la thermodynamique, tout redeviendra poussière. Le système s'effondre. Et alors, des systèmes qui s'effondrent, on en a vu, même au niveau de l'humanité. La première ville à avoir atteint 1 million d'habitants, enfin, autant qu'on le sache, il y a peut-être des civilisations cachées qu'on ne connaît pas, la première ville à avoir atteint 1 million d'habitants, autant qu'on le sache, c'est Rome. Alors, je ne sais pas si vous imaginez à l'époque le niveau de complexité pour faire vivre, pour faire éliminer les déchets pour 1 million de personnes. Quand Rome s'est effondrée, il a fallu à peu près 50 à 70 ans pour que la population passe de 1 million d'habitants à environ 50 000. Quand ça s'effondre, ça s'effondre. Alors notez bien qu'à l'époque, c'est resté assez local. Même si l'Empire romain c'était énorme, on peut imaginer que l'effondrement de Rome a finalement assez peu influencé les Chinois. Enfin, on n'en sait rien, mais on peut l'imaginer. J'ai le sentiment que si aujourd'hui on voyait un effondrement, ça ne prendrait pas 50 ou 70 ans. 2, ça ne serait pas aussi localisé. Ça, c'était la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il peut se produire ce qu'on appelle une émergence, une percée, qui voit l'apparition d'un nouveau système, d'un nouvel équilibre, toujours plus complexe que le précédent. Alors je ne sais pas, qu'est-ce que vous diriez de l'émergence d'un système humanité plus complexe où nous pourrions vivre tous ensemble sur Terre à 7 milliards, 8 milliards, je ne sais pas, peut-être plus, où chaque enfant aurait accès à un minimum de soins, à suffisamment de bonne nourriture, où chacun pourrait faire ce qu'il a envie de faire. Alors ça peut vous paraître un rêve, mais c'est possible. Alors vous pouvez vous dire, mais oui, ok, c'est quoi ces histoires d'émergence? Ça ne peut pas se produire. Ah ben si, non seulement ça peut se produire, mais nous sommes le résultat de ces émergences, nous-mêmes. De l'atome à la macromolécule, à la cellule, au premier organisme vivant, jusqu'à nous-mêmes, nous sommes le résultat de ces émergences. Alors, c'est peut-être pas la fin, il va peut-être apparaître d'autres formes d'émergence. Comment va évoluer l'humain? Ça, je le laisse à votre libre imagination. D'autant plus qu'avec ce phénomène d'accélération, nous voyons apparaître des technologies qui vont venir amplifier cette accélération. Je voudrais vous donner 3 exemples. Il y en aurait d'autres. Par exemple, la robotique. Par exemple, la génétique. Aujourd'hui, vous pouvez acheter un kit pour quelques centaines d'euros et commencer à manipuler le vivant dans votre cuisine. Alors avant, je ne sais plus si ça va être encore dans un garage, la première étape, mais en tout cas dans votre cuisine. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, l'enjeu, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est comment ces 3-là vont se combiner pour faire exploser cette accélération. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? La première chose que je voudrais partager avec vous, un peu comme Picasso, encore une fois, c'est une manière de voir le monde. Et pour ça, je voudrais vous offrir de nouvelles lunettes. Prenons un exemple. Voilà le monde tel que l'avait décrit quelqu'un qui s'appelle Samuel Huntington, qui avait écrit un livre qui s'appelle Le choc des civilisations, et il décrivait le monde comme ça en l'organisant selon différentes couleurs qui correspondent chacune à une civilisation que je vous laisse reconnaître. Moi, je voyage beaucoup. Le monde dans lequel je voyage ne ressemble plus du tout à ça. C'est où ça? C'est pareil. Il y en a qui ont reconnu le petit signe banette. Ça c'est où? C'est Bombay. Ça c'est où? De nouveau, c'est Paris.
Ça, c'est où? C'est pas New York, hein. C'est un petit village en Chine qui s'appelle Chongqing, hein, 32 ou 34 millions d'habitants. Le monde dans lequel nous vivons ne ressemble plus beaucoup à ça. Je pense qu'il ressemble beaucoup plus à quelque chose comme ça. Et ça change tout. Parce qu'avant, l'autre, l'étranger, les guerres également, étaient loin. Elles étaient à la frontière entre les différentes couleurs, par exemple. Bien, aujourd'hui, c'est peut-être au bout de la rue. Ce que je voudrais vous proposer pour comprendre cette image, c'est ce qu'on appelle les images fractales, qui sont une partie des théories du chaos. Les images fractales, peut-être que... qui c'est qui connaît les images fractales? Levez la main que je vous vois. Ah ben, on a une superbe audience. Alors moi, pendant des années, j'ai cherché à trouver qu'est-ce que c'est, comment expliquer simplement. Et puis, j'ai une amie qui est institutrice, professeure des écoles. Et je lui ai demandé, mais attends, peut-être que je pourrais aller montrer le truc aux enfants. Et eux, ils vont me dire qu'est-ce qu'ils voient. Alors j'ai pu y aller, j'ai découvert que c'était super compliqué de pouvoir rentrer dans une école, mais j'ai pu y aller et j'ai montré, alors je vais vous montrer ce qu'ont vu les enfants, la définition qu'ont vu les enfants, et après je vous montrerai l'image que je leur montrais. Première définition, tu fais un cercle, puis des plus petits à côté du gros, et des plus petits sur les plus petits, et à la fin quand c'est trop petit, tu fais des points. C'était l'image que je leur montrais. Ça s'appelle un ensemble de Mandelbrot, du nom de Benoît Mandelbrot, qui a inventé le mot fractal. Alors j'ai continué, il y a une croix dans la croix, dans la croix, dans la croix. Et là, vous commencez à deviner comment on construit une image fractale. C'est une image qui est à peu près à l'identique à elle-même, quelle que soit l'échelle d'observation. Encore un. Tu ne peux pas mesurer avec la règle, ça ne s'arrête jamais. Et là, vous voyez le truc, c'est on met un triangle dans le triangle, dans le triangle, ça ne s'arrête pas. Alors pour ceux d'entre vous qui aiment les énigmes là, ou qui sont un peu matheux, vous regarderez, c'est une distance, une longueur infinie dans une surface finie. Ça commence à être intéressant. Hein. Allez, c'est comme un Lego avec un cube qui sert à faire un plus gros cube, qui sert à faire un plus gros cube, etc. C'est un autre exemple de fractal, ça s'appelle l'éponge de Menger. Allez, un dernier exemple. Plus tu t'approches ou plus tu t'en vas, et plus c'est pareil. Et c'était l'image que je leur montrais. On retrouve l'ensemble de Mandelbrot, et vous voyez qu'on peut littéralement plonger dedans. Et là, vous commencez à reconnaître l'image qui se reproduit. Et c'est précisément mon but. C'est que vous commenciez à reconnaître les images fractales. Quand j'écoutais Gilles tout à l'heure, je me disais, mais avec mon ancien cerveau d'ingénieur, je ne peux rien comprendre à ces histoires. Alors nos données, elles sont dans le cloud ou elles sont là avec moi? Mais en fait, la réponse, c'est les deux. Et si vous commencez à avoir une image fractale, tout ça prend du sens. Et vous êtes capable de construire et de reconnaître les patterns. Alors, mon but, c'est qu'en sortant d'ici ce soir, même peut-être en visitant le musée, vous commenciez à trouver, à reconnaître des images fractales. La nature est là pour nous aider. Le cosmos, le chou, une feuille, un éclair, un arbre. C'est le désert d'Atacama. C'est moi qui ai fait la photo. C'est quoi ça? Non, c'est pas du corail, c'est ce qu'on me dit toujours. En fait, c'est une partie du poumon. Nous sommes des êtres fractaux. Et oui, la nature a voulu mettre la surface la plus importante, vous vous souvenez des triangles? La surface la plus importante, presque infinie, dans un volume limité. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a choisi une image fractale, un volume fractal. Nous sommes des êtres fractals. Alors, quoi faire? Déjà, on va être capable, peut-être petit à petit, d'organiser nos entreprises, notre cloud, nos informations de manière fractale. Et je voudrais vous donner un exemple dans votre vie personnelle. La vision d'avant, c'est la vision linéaire. Il y a des étapes, il y a des frontières, comme dans la carte de tout à l'heure. Première étape, on apprend. Deuxième étape, on travaille. Normalement, vous êtes pour la plupart dans cette étape. Et après, si tout va bien, on se repose. Alors, bon, il y a une quatrième étape, mais j'en parle pas parce qu'elle plombe l'ambiance. Moi, je crois que ce monde n'existe pas. J'ai rencontré aux Pays-Bas, à Amsterdam, il y a quelques semaines, une personne qui fait travailler des enfants de 10 à 12 ans, en accord avec leurs parents et avec l'école, avec des grandes organisations, des grandes entreprises pour résoudre leurs problèmes. Il a des résultats absolument incroyables. Et surtout, peut-être aujourd'hui, à notre étape, votre étape, il est important de continuer à apprendre. Dans un monde chaotique, un des plus grands enjeux, c'est d'apprendre à apprendre. Ça peut-être que vous savez faire. D'apprendre à désapprendre, ça personne ne nous a appris. Et du coup, d'apprendre à réapprendre. Alors je ne sais pas à quoi ressemble une vie fractale, mais retenez au moins, continuez à apprendre. Continuez à apprendre.
Juste un autre exemple, très rapidement. Comment nous sommes organisés dans nos institutions, dans nos sociétés. Ça, c'est la version linéaire. On extrait des matières premières, on produit, on achète, on utilise et on jette. Alors j'espère que vous êtes au moins à l'étape suivante et que vous recyclez. L'étape d'après, c'est où chaque étape est une sous-étape d'un autre univers de production. C'est ce qu'on appelle l'économie bleue, l'économie circulaire ou du berceau au berceau, du cradle to cradle. Mon but, c'est que vous commenciez à reconnaître ou à être capable de concevoir des images fractales. Alors, premier outil, et c'est peut-être celui qui va vous le plus troubler aujourd'hui, cette histoire d'image fractale. Mon expérience, c'est celui qui va, sur le long terme, le plus vous servir. Un petit truc pendant 3 jours, là. Prenez 2 minutes le matin en arrivant au bureau ou en prenant votre petit déjeuner et tapez image fractale ou fractale sur Google Images. Et familiarisez votre esprit à être capable de reconnaître une nouvelle réalité. Je voudrais partager avec vous un deuxième outil. Le deuxième outil, c'est que quand on est dans cette phase-là, la phase chaotique d'auto-amplification, le contrôle ne marche plus. Moi, il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à prendre ma retraite, à devenir consultant, je me suis dit, il faut quand même que je gagne un peu d'argent pour payer ma maison en Ardèche. Et je suis passionné par la musique, donc je me suis dit, je vais aller chercher des clients dans l'industrie de la musique. Il y a 17 ans, c'était le début du téléchargement, où on commençait à parler du peer-to-peer. Alors je me souviens très bien, mes clients me disaient, mais Bruno, t'inquiète pas, on va contrôler. On va mettre des digital rights management. On va attaquer en justice nos clients. Ce qui, du point de vue commercial, est une idée assez intéressante. Bon, peut-être que certains d'entre vous connaissez la fin de l'histoire. Hein, c'est en 5 ans, écroulement de 70% du chiffre d'affaires. Quand ça s'écroule, ça s'écroule. Aujourd'hui, l'industrie de la musique ou de l'entertainment a remonté. Hein. C'est pas les mêmes. Ceux qui se sont effondrés se sont effondrés. D'autres ont émergé. Le contrôle ne marche plus. Je voudrais juste vous donner un exemple et surtout vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut remplacer le contrôle par de la régulation. C'est quoi la régulation? Le thermostat ne marche plus, il va falloir trouver d'autres solutions. Moi, quand j'ai commencé à travailler, peut-être comme certains d'entre vous, il n'y avait pas de mail, donc je recevais, je sais pas, 20, 50 courriers papier dans ma boîte. Et moi, un de mes trucs, parce qu'on m'avait appris, c'est que pour être efficace, le soir, tu pars, ta boîte mail doit être vide. Alors ça marche quand vous avez 20 mails. 50. Quand vous en avez 100, 200, 300, plus les WhatsApp, plus les Facebook, ça ne marche plus, les choses sont hors de contrôle. Le système de régulation que j'utilise et qui a peut-être le plus changé ma vie au cours des 2 dernières années, c'est je ne regarde jamais mes mails avant 11 h du matin. Essayez. 1 jour, 2 jours. Trouvez les petits process que vous utilisez. Gilles l'a dit, moi je médite un petit peu tous les matins, je fais du sport. Trouvez les petits process qui vous paraissent anodins, qui vont changer totalement le résultat. Voilà, je voudrais conclure, avant de conclure, vous montrer que quand on est dans ce monde-là, ce mode d'auto-amplification, on se dit, on ne peut plus rien faire, il y a trop de crises. Et oui, parce que comme les choses s'auto-amplifient, il y a de plus en plus de crises. Et donc, il faut se préparer aux crises. Et il faut se préparer également aux opportunités. Alors, je vous ai prévu un petit bonus. Je vous dirai tout à l'heure comment l'obtenir. Moi, je vous ai préparé un guide anti-crise. Et ce guide anti-crise, il travaille beaucoup plus sur les opportunités que sur les risques. En général, vous savez déjà pas mal vous occuper des risques. Quand je raconte tout ça, souvent on me dit... mais moi, j'ai plus de pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Comment faire changer les choses? Et quand les choses s'auto-amplifient, eh bien, on observe qu'un tout petit événement peut avoir d'immenses conséquences. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont regardé la vidéo de United Airlines, là, quand ils tirent le passager? Ça a complètement transformé l'entreprise. Hein. Quelques minutes ont changé la direction d'une entreprise. Un petit événement peut avoir d'énormes conséquences. Ça, c'est ce qu'on appelle, dans les théories du chaos, l'effet papillon. Je peux vous démontrer que vous n'avez jamais eu autant de pouvoir qu'aujourd'hui. Dans un monde que j'appelle linéaire, dans un monde stable, ou qui oscille pas trop loin de l'équilibre, pour changer les choses, il faut être le président du pays, il faut être le président de la société, il faut être très riche, ou il faut être très nombreux pour faire une révolution. Dans un monde turbulent, dans un monde chaotique, vous n'avez jamais eu autant de pouvoir. Et la question c'est, qu'est-ce que vous en faites?
Voilà, je vous propose d'expérimenter avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire, fractal? Les neurosciences nous ont montré que la mémoire fonctionnait de manière fractale. Si vous lisez quelque chose aujourd'hui, vous le relisez demain, vous le relisez dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, eh bien vous allez le mémoriser bien mieux. Alors je vous invite à me rejoindre là, vous pouvez vous inscrire, vous n'allez pas recevoir des spams de ma part, mais vous allez pouvoir vivre cette expérience de mémoire fractale. Vous allez recevoir d'abord un premier bonus, vous allez recevoir les notes que moi j'aurais prises de ma conférence ce soir si j'avais été à votre place. Ensuite vous recevrez le guide anticrise et l'idée c'est que tout ça, ça vous garde en mémoire sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Voilà, j'espère que, comme moi, maintenant vous avez compris que le monde était devenu chaotique parce que nous sommes de plus en plus nombreux, de plus en plus connectés, que les choses vont de plus en plus vite. Et j'espère surtout que vous avez compris que le chaos, c'est pas le bordel. Que le chaos, il y a des patterns derrière. Et surtout, j'espère que vous avez compris comme moi que vous pouviez en profiter et que maintenant, comme moi, vous pouvez dire que le chaos, c'est votre ami. Merci beaucoup.